Vous êtes bel et bien sûr Bénin Business 24 et je suis très honoré de vous savoir fidèle au rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. Bonjour et bienvenue à tous. Il est annoncé comme étant l'arme censée éradiquer définitivement le paludisme en Afrique. L'information a fait le tour du monde et désormais on sait qu'il existe un vaccin contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs appelé à un déploiement massif de ce premier vaccin chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque. Un vaccin synonyme d'espoir autant que de crainte au regard du contexte sanitaire mondial et de son efficacité également qui reste encore limitée dans le temps. Ce sera le sujet du décryptage avec cette fois-ci des consoeurs en plateau. Ensuite, il sera question du coton béninois, premier produit d'exportation du Bénin. La production du coton vole de record en record après avoir franchi pour la première fois le cap des 700 000 tonnes en 2019-2020. Eh bien, l'or blanc pour la campagne en cours veut tabler sur 800 000 tonnes. Une prouesse au regard de son poids économique et social. Le coton, prouesse, enjeux et défis, eh bien, ce sera le sujet du dossier de la semaine. Ainsi donc, se résume notre émission de ce dimanche. Tout de suite, on va à la rédaction. C'est le mini-journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce mini-journal que nous ouvrons par un sujet économique. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leur entreprise. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Découvrons la réponse dans ce reportage. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements.
interne de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Vous le savez, Madame, Monsieur, les femmes adorent se faire belles, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur leur cuir chevelu et pas ricocher sur leur santé. Plus de détails dans ce reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs. Ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front, à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front. Et il y a des cassures des cheveux. Et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme cocktails explosifs d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. La communauté internationale a célébré le 13 octobre dernier la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles. Une occasion de souligner les progrès accomplis pour réduire les risques de catastrophes et les pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et en santé. L'édition 2021 s'est concentrée sur la coopération internationale pour les pays en développement. Amandine Anyamboso. Les catastrophes naturelles touchent des millions de personnes chaque année dans le monde. Il s'agit des inondations, des tremblements de terre, des cyclones ou encore des tsunamis.
C'est une perturbation grave du bon fonctionnement d'une population ou d'une communauté et qui affecte dangereusement les infrastructures, qui peut créer des pertes en vies humaines. Les catastrophes naturelles résultent des interactions de plusieurs phénomènes naturels. Au Bénin, les catastrophes naturelles qui sévissent plus, c'est l'inondation, la sécheresse, il y a les tempêtes, il y a l'érosion côtière. Le réchauffement progressif du climat est un phénomène naturel qui fait qu'il y a les fontes glaciaires au niveau des pôles qui entraînent le débordement au niveau des océans, qui causent par exemple les tempêtes, qui causent également l'érosion côtière. Il y a aussi l'émission des gaz à effet de serre. Certaines de ces fléaux naturels causent des dommages économiques à plusieurs pays. Pour qu'il y ait une catastrophe, il y a déjà une perturbation, ce qui veut dire que ça va agir sur l'économie, sur les infrastructures socio-communautaires, mais tout ce que les conséquences ne sont pas toujours que négatives. À des moments, nous avons des conséquences positives. Là, si je prends toujours l'exemple de notre basse vallée, les populations, quelquefois, ou bien souvent même, aiment quand il y a les inondations, parce qu'après l'inondation, il y a des apports de limon fertile qui permettent une bonne agriculture, qui renflouent l'économie et aident ces populations. La prévention reste la solution pour réduire ces événements naturels. La grande population de demain, les jeunes de demain, les ministres de demain, c'est les enfants que nous avons aujourd'hui. Il faut commencer par éduquer les petits-enfants déjà à l'école de base sur la prévention des catastrophes naturelles. Et notre action de prévention, c'est à travers nos bulletins de prévision et des alertes précoces que nous mettons en place. Et au niveau du Bénin, il y a 1 an ou 2 ans, et la politique nationale par rapport à la gestion et la réduction des risques de catastrophes est mise en place. Il y a même la stratégie aussi. Et actuellement, il y a la loi qui est au niveau de l'Assemblée qui attend le vote. La prévention est particulièrement importante pour préparer les populations aux catastrophes naturelles et ainsi limiter les dégâts et les souffrances. Ce sera tout pour ce mini-journal. Ne décrochez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alessandra Diotan. Et sans plus tarder, on écoute Rodrigue Babaguito pour la revue de presse économique. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité relayé par les canards. On démarre par cette information à la une de Jack Pata. Le journal avec pour slogan « La lumière est ma loi » fait plein feu sur cette nomination des nouveaux patrons dans l'enseignement supérieur. D'après le quotidien, la nomination de nouveaux responsables à la tête des universités publiques et des établissements supérieurs est un signal fort de la mise en œuvre des réformes engagées dans l'enseignement supérieur sous la rupture. Des réformes pour des dynamiques nouvelles dans les universités nationales du Bénin avec, comme le titre en manchette, le quotidien du service public, des hommes de la révolution. Entre ces lignes, la nation annonce qu'une bataille commence pour les nouveaux recteurs nommés. Ils ont pour mission d'insuffler une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur du Bénin, un secteur en retard sur les défis de son temps. Le journal mentionne la nécessité de proposer des formations plus en adéquation avec les attentes du marché. Et comme attente, il fait allusion à un modèle d'université entrepreneuriale au vu du rétrécissement du marché de l'emploi et pour réduire le fort taux de chômage. En attendant, c'est les tarifications des tests PCR à l'aéroport de Cotonou qui connaissent une réduction. C'est l'une des informations à laquelle s'intéresse le quotidien de Menantin. Dans une démarche fraternelle, Fraternité informe que pour une harmonisation du coût des tests PCR dans l'espace UEMOA, le Bénin se met au pas. Le test passe de 50 000 à 25 000 francs CFA. D'après le journal, le Bénin enterre ainsi une polémique qui n'avait que trop duré. Parmi les 8 pays de l'UEMOA, le pays était le seul à maintenir les anciens tarifs. Et si vous désirez bénéficier d'un service VIP afin de récupérer votre test en 24 heures au lieu de 72 heures,
Avenir. Le quotidien Le Meilleur précise que cela vous revient dorénavant à 50 000 francs CFA plutôt que 75 000. De quoi rendre heureux les habitués des voyages. Un autre bonheur pointe également à l'horizon et cette fois-ci sur le plan sécuritaire. Les acteurs de la justice et les agents de la police républicaine sont désormais mieux sensibilisés sur le CIPAO. C'est le quotidien de service public qui en parle. Le CIPAO est le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, un outil adopté par la CEDEAO, le Tchad et la Mauritanie, avec pour but de collecter et traiter les données criminelles ou personnelles, puis les partager entre les pays conformément au protocole. Un renforcement qui vient à point nommé puisque le Bénin arrive 26e dans le rapport 2021 sur l'état du crime organisé en Afrique. Il est vrai que les premières places dans ce rapport sont source d'inquiétude et surtout de stigmatisation de la destination du pays, mais Fraternité alerte tout de même sur la fin d'année qui enregistre généralement une hausse inquiétante de crimes organisés au Bénin. Le journal appelle à la vigilance puisque la tendance au cours des 3 derniers mois de l'année n'est pas souvent bonne. Vigilance donc pour tous, afin qu'on se retrouve les fois à venir pour de nouvelles informations telles que relayées par les canards. Merci à vous, Rodrigue. Je le disais, c'est une pathologie qui tue toutes les 2 minutes un enfant dans le monde. C'est le paludisme. On parle à présent du décryptage et de ce vaccin qui a été trouvé. Contrairement aux autres fois, aujourd'hui, ce sera 2 consoeurs en plateau, toutes spécialistes des questions de santé. Heureuse d'Anandé, Heureuse, bonjour. Bonjour Ulvaeus. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À côté d'Heureuse, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latonji, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là. C'est avec plaisir. Alors, je le disais, un vaccin a été trouvé contre le paludisme. Est-ce que, à l'instar des médecins, notamment de l'OMS, est-ce que cette nouvelle vous ravit également ? Normalement, objectivement, ça devrait ravir parce que c'est le résultat quand même de 30 ans de travail et d'expérience scientifique. Et certaines expériences se sont révélées négatives à des moments donnés au cours de l'expérimentation. Et quand on sait déjà le nombre de ravages, vous l'aviez dit dans votre introduction, combien est comptabilisé le nombre de décès par rapport à la maladie. Et quand on est parent, et qu'on est africain, déjà qu'on est africain, qu'on est parent et qu'au quotidien, on voit ces enfants souffrir de paludisme et même des adultes souffrir de paludisme et qu'on sait que chez nous, par exemple, au Bénin, pour spécifier, pour le cas du Bénin, chaque fois quand quelqu'un est malade, on dit c'est le palu. Donc, a priori, nous souffrons tous du paludisme. Et donc, dire qu'il y a une si bonne nouvelle dans ce sens-là, ça ne peut que ravir tout le monde. Alors, heureuse, cette possibilité d'un vaccin pour éradiquer, on va peut-être dire éradiquer définitivement, même si on n'en est pas encore là, le paludisme. C'est le souhait. Alors, est-ce que c'est un motif de fierté également pour vous? De fierté, je suis... Dubitative? Pas dubitative, mais je suis ravie. C'est une très bonne nouvelle, tellement attendue face à tous ces cas de paludisme que nous avons. Vous avez évoqué tantôt, toutes les 2 minutes, il y a un enfant qui meurt, de moins de 5 ans qui meurt du paludisme. Dans notre pays, on nous a dit en 2019, nous avons eu plus de 2,5 millions de cas confirmés de palud simple. Et environ 3200 décès. Mais aujourd'hui, on se dit, s'il faut attendre un vaccin avant d'éradiquer le mal, un mal, je dirais, comportemental, moi, je suis réjouie, je suis fière, je dirais, que la nouvelle soit tombée, mais on ne devrait pas attendre cela pour dire on va éradiquer le paludisme. On devrait attendre quoi, à votre avis? C'est un mal comportemental. Le facteur principal, je dirais, de ce mal, c'est l'homme, nous-mêmes. Il y a des comportements qu'il faut éviter, que nous adoptons, qui favorisent le développement du mal. Mais si on va attendre un vaccin avant de l'éliminer,
Ah mais quand même, la Chine, on a eu la Chine, peut-être on va en parler, la Chine n'a pas attendu un vaccin avant d'éliminer le paludisme depuis des années. Alors vous évoquez le comportement de l'homme, mais on sait qu'on ne peut pas tous avoir adopté forcément de bons comportements quand on est dans un environnement où l'inégalité sociale a trait, sont liées au quotidien, on ne peut pas en vouloir à une maladie de prendre place à travers les mauvais comportements qu'on puisse adopter. Non, mais quand même, je dirais, lorsqu'on va prendre peut-être la vivre ici, il souffre également du paludisme. Pourtant c'est un quartier qui semble être quand même bien entretenu. Ben voilà, raison pour laquelle il y a des gestes basiques. Si on ne fait pas ces gestes-là, si on ne respecte pas ces gestes que moi j'appelle peut-être barrières aux moustiques, on aura le paludisme. Ce sont des comportements déjà à notre niveau qu'il faut revoir. Mais s'il faut dire aujourd'hui on utilise le vaccin contre le paludisme, donc bon, il faut dormir sans moustiquaire, laisser les larves se développer et autres. Non, mais je pense qu'on en mais ce qui est paradoxal, la doses. présidente l'a dit, Jacquiat l'a dit tout à l'heure, c'est que cela fait quand même 30 bonnes années. Il aura fallu quand même 30 ans pour en arriver à trouver un vaccin contre le paludisme, alors qu'il y a quelques années seulement, quelques mois seulement, on sait que le Covid est sorti il y a quelques mois seulement, il n'en a pas fallu autant pour tout. J'espère, Ulvaeus, que vous n'êtes pas, vous faites pas partie de ces complotistes. Non, mais on s'interroge quand même. Comment cela peut se comprendre qu'un vaccin qu'on puisse trouver un vaccin à un mal qui est sorti il y a à peine 2 ans et que depuis une trentaine d'années, on n'ait pas pu trouver. Est-ce que le terme ne vous semble pas quand même suspect? Suspect. Mais c'est légitime de s'interroger sur la question. C'est tout à fait légitime. Et c'est d'ailleurs normal de se poser la question. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses. Il faut pas forcément tirer le diable par la queue et chercher tout le temps à renifler pour voir ce qui est mauvais dans quelque chose. Parce qu'un vaccin, c'est pas du jour au lendemain. C'est vrai, le paludisme reste un mal qui date de plusieurs années et qui fait des ravages ici comme ailleurs. Le Covid, depuis 2019, fait également la sienne et crée quand même, évidemment, il y a eu énormément de morts par rapport à Covid-19 et il faut dire que les scientifiques même étaient à un moment donné ont été surpris par l'apparition de ce virus-là, de la Covid-19 et ont dû commencer à travailler parce que les dégâts que le coronavirus a fait de 2019 à aujourd'hui, vous imaginez un peu tout ce que ça fait. Donc, dans des pays, c'est des millions de personnes. Et puis, ça a ralenti complètement le monde entier qui, aujourd'hui, est obligé de s'adapter à une nouvelle façon de travailler, de vivre avec Covid-19. Et donc, il y avait un impératif important avec Covid-19 parce que le paludisme, c'est vrai, faisait ravage, mais ça n'empêchait pas le monde de tourner. Mais vous avez vu ce que le coronavirus a créé. Quand vous dites que ça n'empêchait pas le monde de tourner, est-ce que ce n'est pas parce que, est-ce que ce n'est pas parce que le paludisme sévit beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs, que ce n'était pas un problème mondial? Le Covid-19 est un problème mondial parce que ça touche tout le monde. On peut comprendre. Oui, ça touche tout le monde et on a été chanceux même en Afrique avec ça. Peut-être que Dieu a voulu faire une justice, j'en sais absolument rien. Je n'en sais rien. Mais même les scientifiques se sont demandé à un moment donné qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'est pas aussi touchée, peut-être le climat, l'environnement dans lequel nous sommes. Mais bon, écoutez, il y a toujours le bien, il y a le mal. On a peut-être eu un peu plus de chance avec Covid-19. On a eu où on a moins de chance avec le paludisme. Toujours est-il que c'est une réalité. Ça vient peut-être par coïncidence au moment où toutes les attentions sont focalisées sur la Covid-19, mais je pense qu'il faut saluer l'effort de ces scientifiques-là qui ont travaillé des années et des années. Et il faut surtout se dire, heureusement que le paludisme n'a pas été victime de la Covid-19 et qu'on y est arrivé quand même. Effectivement, mais sur certains points, j'avoue que je ne suis pas d'accord. On nous a dit, toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. Je dirais peut-être que là, on a déjà fait environ 5 minutes, c'est que 2 enfants. 2 enfants sont déjà morts du paludisme. On a enregistré 3200 décès au Bénin liés au paludisme. Je ne pense pas qu'on ait enregistré un tel nombre de cas
de Covid dans notre pays, de décès. Je dirais peut-être que la chance qu'on a eue, ceux qui ont réellement souffert de la Covid-19 sont ceux qui détiennent, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, encore la science, en tout cas les techniques, les technologies qu'il le faut pour trouver du vaccin. Donc, ils ont pris leurs choses à cœur. Mais comme le paludisme touche en majeur, en grande partie, les Africains, ce n'était pas un problème qui les préoccupait autant. Selon moi, ce n'était pas un problème qui les préoccupait autant, ou par la force des choses, les solutions trouvées pour la Covid-19 ont permis à peut-être accélérer les choses pour le paludisme, mais qu'on dise que le paludisme n'est pas aussi un souci majeur pour qu'on n'y accorde pas d'attention telle que ça a été. C'est vrai que le vaccin, pour en faire, on nous a dit, les scientifiques le diront, c'est 6 à 36 mois au moins, mais 6 à 36 mois au moins, c'est compter avec les échecs. Et autres qu'on pourrait constater. Elle a évoqué à l'entame de son intervention, il y a eu des essais sur des essais, mais moi, je me dis aujourd'hui, on peut se réjouir que le vaccin ait déjà été testé. Et on est là maintenant pour la vulgarisation. On ne va plus dire qu'on va servir de cobaye parce qu'à chaque fois qu'on sort un vaccin, les complotistes, les panafricanistes qui sont alors là. Les conspirationnistes existent toujours, c'est vrai. Et quand on sait, vous comprenez avec moi, quand on sait que les Africains sont beaucoup plus réticents au vaccin contre le Covid-19 et qu'on trouve un vaccin qui aujourd'hui tue le mal dont on souffre le plus en Afrique, il y a encore plus de raisons d'être inquiet. Moi, je veux pas que le débat soit à ce niveau. Non, on va évoluer dans le débat, mais c'est des interrogations qui existent quand même. Moi, je me dis c'est un problème de santé publique. Alors, on sait que, par exemple, la Chine a éradiqué ce mal-là, le paludisme. La Chine l'a définitivement éradiqué. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, on ne puisse pas adopter les mêmes comportements que les Chinois pour en arriver à éradiquer également, parce que quand même le paludisme fait plus de 30 millions de cas par an en Chine, et aujourd'hui il n'y a plus du tout de paludisme là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique on a du mal à adopter les bons Alors moi je veux bien faire une petite parenthèse pour revenir. C'était pas pour dire que dans mon intervention je ne perçois pas le mal que le paludisme fait ou tous les dégâts qui sont liés au paludisme. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le paludisme a fait énormément de dégâts et continue d'ailleurs de faire des dégâts. Et même ce vaccin qu'on salue aujourd'hui, on ne sait pas encore tout ce qui va se passer avec. Est-ce qu'il sera vraiment disponible pour tout le monde, encore qu'il ne garantit pas 100% d'efficacité par rapport à la prévention, parce que le vaccin est à titre préventif. Donc, il est quand même à retenir que le paludisme fait des dégâts, continue de faire des dégâts, on est d'accord dessus. Covid-19 fait des dégâts, continue aussi, mais en un laps de temps, il faut remarquer que dans le monde en général, Covid a arrêté même la vie partout sur la planète. Donc, ça reste un élément important. On ne passera pas Covid comme prioritaire vis-à-vis du paludisme, mais à un moment donné, on doit reconnaître que tout le monde s'est concentré vraiment sur Covid. Les pays africains, même il y a eu des pays africains dans lesquels les réflexions étaient même pour trouver des vaccins, des traitements par rapport à Covid-19. Donc, c'était un enjeu de taille. Et de part et d'autre, ça reste un problème de santé planétaire majeur. Donc ça, c'est important de le remarquer parce que je ne voudrais pas passer pour celle qui minimise non, pas du tout. On va vous en raconter. Les effets de part et d'autre. Alors maintenant, pour venir à la préoccupation, en ce qui concerne la Chine, je crois qu'aujourd'hui, on va beaucoup à l'école de la Chine sur beaucoup d'éléments, sur beaucoup de questions assez importantes. Et donc, c'est peut-être une fois encore l'occasion d'aller à l'école de la Chine. Et vous avez vu la riposte que la Chine a mise en place pour contrecarrer la propagation de la COVID, même si tout est parti de la Chine. Et donc, en l'espace de, je ne sais plus, 1 mois ou 41 jours, il y a eu des hôpitaux super équipés pour la prise en charge des gens. Donc, la Chine a une capacité extraordinaire de riposte et je pense que les différents pays africains doivent pouvoir aller à l'école de la Chine parce que ça ne fait plaisir absolument à personne de continuer à assister à un taux de mortalité important, à des décès
surtout chez les enfants de moins de 5 ans, alors qu'aujourd'hui, la priorité, c'est les enfants, et ces enfants-là seront des adultes de demain. Donc, il est important de travailler à avoir des enfants bien portants pour que demain, on ait des adultes compétents. Donc, une fois encore, allons à l'école de la Chine. Moi, je dirais, de la Chine, de l'exemple de la Chine, moi, je retiens 2 choses. La discipline. Je retiens la discipline et la volonté politique accrue. Parce que la discipline, si vous interviewez peut-être les agents de santé ou ceux qui sont au niveau de la coordination de lutte contre le paludisme, vous diront les difficultés qu'ils rencontrent pour changer, je dirais peut-être la mentalité des citoyens, revoyez vos comportements, évitez les saletés, rendez votre cadre de vie propre. C'est comme si les citoyens ne s'en soucient pas. Mais ailleurs, en Chine, mais il y a la discipline. C'est avec les forces de sécurité à l'appui. Mais chez nous, ici, on vous dira quand on leur demande de sortir. On pulvérise, par exemple, les chambres. On dit non, peut-être c'est pour nous tuer. Ou lorsque vous pulvérisez, ils sortent, vous pulvérisez, ils diront ils ne peuvent pas supporter l'odeur. Ils vont se mettre dehors pour se coucher. Et ils rejoignent les moustiques au dehors. Alors qu'ailleurs, quand vous refusez, vous n'avez même pas la possibilité de refuser. C'est pour votre santé quand vous refusez. C'est avec les forces de sécurité, on sort et puis on vous remet tout dedans. Mais chez nous, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, moi, je me dis avec le développement, parce que la lutte contre le paludisme est une lutte multisectorielle. Nous avons le ministère du cadre de vie, le ministère des Travaux publics et tout le reste, le ministère de la Santé qui accompagne. Nous avons des constructions des voies aujourd'hui, tout semble être beau dans notre pays. Tout ça pourra permettre de réduire la multiplication des moustiques, les larves et autres. Mais le problème demeure le changement de mentalité du citoyen. Même avec le vaccin, il faut les gestes barrières, comme je le dis. Nous devons changer nos comportements. Ne pas dire, le vaccin est là, bon, on baisse les bras. Nous vivons désormais avec. Et pour changer les comportements, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que celui qui n'a pas les moyens, qui vit dans la précarité, vous ne pouvez pas lui demander... Non, on comprend. Quand on va à l'ADI, quand on va dans un quartier comme l'ADI, il y a un minimum. Voilà. La santé, comme on dit, n'a pas de prix. Et on n'a pas besoin d'être riche avant d'avoir un cadre de vie propre. Je suis en train de prendre un exemple. Quand on va à l'ADI, on est tous d'accord que c'est un quartier insalubre. C'est un quartier insalubre. Mais les gens vivent là. Dans ce quartier insalubre, chacun a son espace dans ce quartier insalubre. Donc chacun peut déjà jouer sa partition. C'est ça qui ramène à la question du comportement. Mais partout dans le monde, tous les processus qui amènent à un changement de comportement des populations prennent du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, il faut arriver à amener le citoyen lambda à comprendre l'importance qu'il y a pour lui, la personne, parce qu'à un moment donné, il y a un ego personnel qui prend le dessus. Qu'est-ce que je gagne en fait à avoir un environnement propre? Le gars a été éduqué, il a vécu, il a grandi dans son environnement, donc ça devient un peu difficile à gérer. Mais il faut agir sur la personne humaine, sur sa mentalité pour qu'il comprenne tout l'intérêt qu'il y a à avoir un cadre de vie propre. Si vous avez votre espace, mais un balai, il est peut-être à 25 ou à 50 francs. Et donc, on peut avoir un balai et maintenir son environnement propre. Il y a également des mesures d'accompagnement au niveau du gouvernement. Les moustiquaires imprégnés qu'on donne gratuitement aux ménages. La prise en charge des enfants atteints de paludisme qui offre également une gratuité. La prise en charge de la femme enceinte. Donc, il y a des mesures d'accompagnement. Après, la population doit pouvoir accepter ces informations, prendre conscience qu'il s'agit de son bien-être, de sa santé et jouer sa partition parce que l'État après ne descendra pas dans chaque ménage pour vérifier. Vous voyez, donc parfois il faut jouer le gendarme aussi derrière. Rappelez-vous, on était suffisamment jeunes en tout cas je pense dans le temps où alors on nous a raconté du temps de la Révolution où chaque ménage devait sortir avec le balai et rendre la cour, c'est la rue, tout propre chaque samedi. Donc, en dehors, à part l'effort que vous faites
à l'interne, vous avez également votre rôle à jouer à l'externe pour garder l'environnement propre. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire aujourd'hui? Peut-être qu'on va y revenir. Hein. C'est peut-être l'une des mesures sur lesquelles il faut revenir pour entretenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le vaccin, l'OMS a demandé son déploiement massif chez les enfants aujourd'hui, mais la crainte, c'est quand même que le vaccin n'est pas efficace à 100%. Il faut aller jusqu'à 4 doses de ce vaccin-là avant d'espérer avoir une immunité. C'est là toute la crainte quand on voit tout le temps mis pour sortir le vaccin et qu'on nous dise encore que le vaccin n'est pas à 100% efficace. On se dit, bon, ok, on nous a donné une première partie, on s'y met. Ce qui est sûr, c'est un problème de santé. L'important, c'est de sortir pour prendre déjà ces doses pour être immunisé contre le paludisme. Franchement. Donc, moi j'ai lu un peu les résultats des études et les différents écrits autour et j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un vaccin contre un parasite et non contre le virus. Parce que en parlant du paludisme, il faut voir le parasite qui est responsable et en même temps le virus. Et que les études approfondies continuent toujours, mais il faut noter qu'un vaccin n'est jamais efficace à 100%. Donc, le taux d'efficacité. Donc, on est dans un taux de 40%. Oui, ça fait énormément réfléchir. Mais il y a par exemple que d'autres vaccins qui suscitent beaucoup plus d'espoir que le vaccin actuel sont également en cours d'études et que la communauté scientifique annonce des résultats de ces études pour 2023. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème qui est résolu partiellement, mais les études continuent. Peut-être que le Covid aussi a poussé les scientifiques à plus accentuer leurs recherches sur le paludisme également. Ou peut-être bien qu'en courant pour Covid, ils ont trouvé la solution pour le paludisme. Alors, il y a un enjeu majeur aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut vacciner. L'OMS demande de déploiement massif. Mais le problème qui se pose dans nos contrées, c'est également l'accès aux soins. On sait qu'il n'y a pas des hôpitaux, ça n'existe pas partout. Il y a encore des localités de chez nous où il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres avant d'avoir accès à un hôpital. Comment est-ce qu'on peut atteindre ces populations-là aujourd'hui, quand on prend l'exemple tout simplement du Bénin? Nous parlons depuis des années de la couverture sanitaire universelle. Ben, on a encore du chemin à parcourir dans notre pays, c'est vrai. Les hôpitaux sont en construction. C'est comme si on est focalisé sur les hôpitaux de zone, les centres hospitaliers, mais les zones périphériques sont un peu comme si laissées pour compte. Et tout est à la limite dérisoire là-bas. Et il y a le projet Arche également. Voilà, en tendant vers le projet Arche, je pense que c'est la mise en application, l'exécution réelle du projet H qui vraiment va nous permettre d'atteindre les objectifs. Parce que même si on a la femme enceinte à l'hôpital à proximité, il faut qu'elle paye pour aller dans cet hôpital-là. Mais rien qu'à y penser, aux frais qu'elle ira dépenser, elle dit, bon, elle préfère s'occuper des tisanes et autres. Donc, il y a déjà, je pense que notre Arche va beaucoup aider en matière de lutte contre la plupart des maladies. Surtout aider les citoyens à sortir, à ne plus se soucier de l'argent qu'il faut dépenser pour se faire soigner. Mais on y va, on sait que, bon, au moins, la plupart des soins me seront apportés gratuitement. Avant que je ne puisse ajouter quelque chose, l'accès aux soins, alors donc l'accès aux soins et aussi bien au-delà même, les premiers soins, la difficulté d'avoir les premiers soins. Oui, c'est justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation sanitaire à disposition que les premiers soins posent problème. Et donc, la question de la nécessité d'avoir une large couverture sanitaire aux populations est toujours d'actualité. On en parle depuis des années et des années, mais je pense qu'il y a des efforts qui se font aussi, il faut les saluer, parce que quand il y a des problèmes d'importance et qu'il y a des actions qui doivent toucher le plus grand nombre, il y a toute une stratégie sanitaire qui est également déployée où on n'attend plus forcément que les populations aillent vers les formations sanitaires, vers les centres de santé, mais plutôt que ce soit les agents de santé, des agents communautaires, des relais communautaires qui aillent maintenant en communauté pour administrer ces soins. Rappelez-vous des différentes campagnes de vaccination, la polio contre un certain nombre de maladies destinées aux enfants. Et donc, dans une stratégie comme ça, face à des problèmes réels de santé, il faut voir toutes les possibilités qu'on a pour que véritablement les populations puissent bénéficier des soins. Après, il est important d'avoir ces formations sanitaires un peu partout et l'accès à ces soins-là
puisse être à la portée de tous. Voilà pourquoi il faut saluer les différentes initiatives qui sont en cours et espérer l'aboutissement de ces... Parce que si vous devez aller à l'hôpital et qu'après il faut réfléchir aussi à je vais à l'hôpital, il faut bien que je paye, ça pose un problème. Et donc vous pensez à l'argent, en même temps vous souffrez et finalement vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas aux soins. Et voilà les sempiternels problèmes, équations sans fin. Merci à vous, chère consoeur Zakiat Latouni. Un plaisir. Heureuse d'Anondé. Merci d'être passé sur ce plateau pour le décryptage. À propos de ce vaccin, tout de suite, on installe le dossier de la semaine. Je le disais à l'entame de cette émission, eh bien, le coton béninois fait des prouesses. Depuis quelques années, le Bénin se retrouve désormais sur le toit du monde et ne cesse d'engranger des exploits. Mais entre les prouesses réalisées, les enjeux du secteur au Bénin et les défis à relever, eh bien, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? On va en parler avec notre invité, mais avant, suivons cet élément. Il est assis sur le toit de l'Afrique depuis quelques années et n'entend pas descendre de sitôt. Le Bénin, premier producteur de l'or blanc, une spéculation de rente à fort impact économique. Et qu'en est-il du coton biologique? Le développement du coton biologique au Bénin a réellement commencé dans les années 94-96 avec l'expérience de l'ONG Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique que coordonne le professeur Vaudouré Davos Simplice. Ces expériences ont inspiré beaucoup de personnes, en particulier une ONG suisse qui s'était établie au Bénin qu'on appelle Elvitas et qui a cherché plutôt à exploiter le coton biologique pour pouvoir protéger la faune sauvage au niveau des parcs. La courbe de production du coton bio grimpe. Plus de 7000 hectares de superficie emblavée pour la campagne 2019-2020. 1373 tonnes de coton fibre pour près de 5000 producteurs à travers tout le territoire. Et donc actuellement, le Bénin est le premier producteur de coton biologique dans la sous-région ouest africaine. Mais au plan africain, je crois que c'est le Bénin qui occupe la 3e position après la Tanzanie et l'Ouganda. Le miracle du coton conventionnel peut se reproduire au niveau du coton biologique. Une production ascendante à la lecture des statistiques, le coton bio draine aussi de nombreux avantages. Le premier avantage est que celui qui adopte le coton biologique s'éloigne du coût de l'utilisation des produits chimiques de synthèse et donc protège sa famille et son environnement. Et deuxièmement, il est ouvert à apprendre de nouvelles façons de faire. Au plan international, le secteur des textiles devient de plus en plus diversifié et concurrentiel. La production de coton biologique est à peine à 0,5% de la production globale du Bénin. Le chemin est encore long. Emblaver davantage des superficies en coton bio, c'est réduire l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Vous l'avez compris, hein, le sujet plante le décor ici. Et notre invité, il était dans l'élément, lui, il est Silver Tovignan, il est professeur d'université à la faculté d'agronomie de Parakou. Eh bien, monsieur Tovignan, bonjour. Bonjour, monsieur Balogun. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner dans l'entretien de ce dimanche, Rodrigue Babagbeto. Ivaïs Balogun, bonjour. Mesdames, messieurs, un plaisir pour nous, comme chaque dimanche, d'être en votre compagnie. Alors, 3 ans déjà que le Bénin garde le cap et reste premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Le coton, c'est 15% du PIB national, c'est 12% du PIB des 4 premiers producteurs de coton en Afrique. Silver Tovignan, vous êtes enseignant-chercheur. Alors, cette ascension des plus fulgurantes, de quoi vous rendre fier et satisfait, vous, chercheurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Le coton produit au Bénin a commencé réellement à prendre de l'ascension, comme vous avez constaté. Et cela est surtout dû à des décisions politiques qui ont été prises, surtout particulièrement en réglant les dettes du secteur et particulièrement également en apportant
à bonne date les intrants aux producteurs. Est-ce aussi en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Bon, peut-être ça aussi, mais surtout ce qui est fait de façon assez technique, c'est les bons intrants à bonne date au niveau des producteurs. Très bien. Et qu'est-ce qui fait la particularité du coton béninois? Est-il semblable à d'autres? Le coton béninois n'a pas forcément une particularité. Le coton produit dans d'autres pays où plus de techniques est utilisée. Par exemple, pour faire la récolte, on utilise des défoliants. Quand c'est les machines qui doivent récolter, on utilise des défoliants, ce qui fait que pour éviter que les feuilles se mélangent au coton. Tout à fait. Bon. Cette façon de faire amène parfois des matières étrangères dans le coton, et au niveau des usines, il faut plus faire d'efforts. Mais nous avons la chance que le coton produit chez nous est récolté à la main. Ce qui fait qu'il y a moins de débris. Ce qui fait qu'il y a moins de débris, et ce coton est de très bonne qualité par rapport aux caractéristiques industrielles. Et sans vous mentir, moi-même, je n'étais pas aussi assez conscient. J'étais à une réunion internationale. Il y a une dame qui est de l'industrie textile. Elle était venue avec un tas de matières étrangères issues du coton. Et elle disait que ça venait de l'Afrique de l'Ouest. Mais les enquêtes ont montré que c'était du coton produit au Nigeria. Ok. Donc, le coton produit au Bénin est fait avec beaucoup de soin. Et la cote est vraiment assez élevée. Un coton produit avec beaucoup de soin, et d'ailleurs même la zone cotonnière béninoise permet même de produire plus de céréales telles que le maïs, et même le sorgho et le riz. Bien sûr, ça c'est connu. Ceux qui ont dit ça n'ont pas menti. En agronomie, il y a ce qu'on appelle les arrière-effets des intrants. Donc les intrants utilisés sur le coton, quand le producteur met une autre culture la saison qui suit, les cultures qui viennent après profitent des arrière-effets des intrants utilisés les campagnes passées. Et ce qui fait que, comme c'est les cultures vivrières qui sont souvent produites, on en profite, et puis ça fait que la production de maïs et d'autres cultures vivrières augmente également. Et c'est aussi vérifié dans les zones de production animale. Quand des intrants ont été utilisés, les fourrages qui viennent après, dont les animaux se nourrissent, sont aussi de bonne qualité, et puis la production augmente. Donc ça, c'est indéniable. Quand les cultures industrielles amènent la technologie au niveau du paysan, les arrière-effets de cette technologie-là profitent aux autres aspects de la vie au niveau des communautés rurales. Alors, est-ce que les performances qu'on a aujourd'hui du coton, je veux dire, le coton, c'est plus de 12 milliards de francs CFA réalisés comme chiffre d'affaires, plus de 40% d'entrée de devises, près de 15% de contribution au PIB. Est-ce que toutes ces performances sont à la hauteur du potentiel de valorisation de notre coton? C'est là le point faible de la production cotonnière dans la zone africaine globalement. Il y a des pays qui font quand même des efforts, mais connaissant un peu l'histoire au niveau de notre zone, la transformation du coton, réellement, ça n'atteint pas les 5%. La transformation n'atteint pas les 5% dans toute la zone ouest africaine. J'ai eu la chance de travailler avec un commissaire au niveau de l'UEMOA qui m'avait demandé de faire des propositions dans le cadre de l'agenda coton en ce moment. Et ça m'a permis de comprendre réellement qu'il y a de grands problèmes. Par exemple, la question de l'énergie. Ce dont je vous parle là, j'ai fait ce travail-là dans les années 2007-2008. La question de l'énergie était capitale. Mais je pense que de 2008 à maintenant, beaucoup d'investissements ont été faits pour pouvoir régler ces questions, ces préalables capitales pour promouvoir réellement l'industrie textile, parce que nous sommes réellement désarmés si nous continuons toujours à exporter de la matière première. Et justement, quand on prend le cas du Bénin, on va dire,
Par le passé, il y avait une société qui s'occupait de transformer les textiles, mais aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Ça veut dire que tout le coton qu'on produit, on l'envoie à l'extérieur. Bon, ce n'est pas une particularité pour le Bénin, malheureusement. Il y a aussi ailleurs, dans la zone ouest africaine, des unités qui ont fermé par cause surtout des problèmes de gestion, aussi des problèmes de technicité. Sinon, particulièrement le cas du COTEB m'a marqué. Le COTEB produit une serviette de très bonne qualité. Même moi, quand je voyage, j'achète... À l'époque, il y avait les tenues kaki qui étaient également produites là-bas. Quand je voyage, j'achète des serviettes de COTEB, j'offre aux gens à l'étranger, on me demande si c'est produit au Bénin. Je me rappelle, j'étais resté dans un hôtel à Bamako, j'ai utilisé, je ne voulais pas utiliser leur serviette, j'ai utilisé ma serviette, je lui ai dit que c'est produit au Bénin. C'était un Néerlandais qui gérait l'hôtel. Il a fait des commandes en même temps. Donc, une unité comme ça, la gestion a posé tellement de problèmes jusqu'à ce qu'on aboutisse à la fermer malheureusement. Mais je crois quand même que ça va reprendre parce que les opérateurs économiques ne dévoilent pas leur plan au public sans que ce soit assez mûr. Mais je crois quand même que des efforts vont renaître quand même pour que le secteur de la transformation, puis qu'on puisse au moins amener la transformation de notre coton à 5-10%. Ça va nous permettre aussi d'engranger beaucoup plus de devises. Engranger de devises, ce n'est pas aussi ça le plus important. Le plus important, c'est l'emploi. Imaginez-vous sur la chaîne de transformation textile, le nombre de métiers qu'il y a. Bien vrai aussi, on peut aussi constater que il faut des professionnels. Il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, si on veut former des gens pour le secteur textile, maintenant, il y a un centre de formation au Mali. Bon, je crois aussi que dans la carte universitaire, ces différents éléments sont en train d'être intégrés pour que on ait réellement de la main-d'œuvre locale qualifiée pour ces gens de secteur. Mais je crois que c'est vrai que la COTEB a disparu, mais il y a quand même la compagnie béninoise du textile qui est là, n'est-ce pas? Ça, c'est encore... je crois que ça, la CBT fonctionne toujours, mais ça se passe en difficulté. Je me rappelle, j'étais allé faire un travail avec la CBT, on m'a dit, ils n'ont même pas besoin d'exporter. Le Nigeria seul absorbait une bonne quantité de leur production. Bon, je ne sais pas réellement ce qui a fait que la consommation de notre coton au niveau de ces unités n'augmente pas de façon significative. Mais je crois qu'il doit y avoir des problèmes à régler. Très bien, on reste dans les difficultés. On sait qu'on passe par une période de crise, la pandémie de Covid-19 qui a ralenti beaucoup de choses. Alors, au niveau du coton, de quelle façon est-ce que cette pandémie-là a affecté? Est-ce que ça a affecté la production agricole, la production cotonnière? Dites-nous. Nous avons la chance, particulièrement au Bénin, on a été très peu impacté par la crise Covid. Bien vrai, nous avons perdu des parents, il y a eu des situations dans des familles où les gens sont à l'hôpital pendant un bon moment. Mais quand on voit l'impact globalement comparé à d'autres pays dont nous entendons parler, surtout en milieu rural, l'effet est très peu ressenti. Là où on peut dire qu'il peut y avoir des effets, vous savez, la zone cotonnière, c'est une zone qui demande assez de main-d'œuvre. Donc, il y a la main-d'œuvre qui quittait d'autres pays pour venir travailler au Bénin avec la fermeture des frontières, etc. Il pourrait y avoir des problèmes pareils. Et aussi au niveau du système d'encadrement des producteurs, avec les mesures Covid où on interdit de regrouper plus de 20 personnes pour faire les formations, tout ça. Mais l'impact globalement, vous-même, vous avez vu, la production a augmenté, le résultat est quand même assez édifiant. On ne peut pas dire qu'on a eu effet Covid-0. Il y a quand même assez d'effets, mais ce n'est pas très remarqué sur la performance finale. Très bien. Alors, on va aborder à présent un aspect pas des moindres,
évoqué dans l'élément témoin que nous avions suivi tout à l'heure, il s'agit du coton biologique. Alors aujourd'hui, le Bénin, dans la production du coton biologique, où en est-il? Le Bénin, heureusement, est aussi le premier actuellement dans la production du coton biologique dans la zone ouest africaine. C'était le Burkina qui prenait la tête, mais vu les questions de sécurité qui se posaient au niveau du Burkina, le Burkina a un peu dégringolé. La production du coton biologique au Bénin, actuellement, je crois le premier coton biologique certifié et exporté du Bénin, c'était dans les années en 2000. Bien sûr. Parce que la production avait commencé déjà dans les années 94-96. Et donc, le Bénin, heureusement, occupe la première position. Et le coton biologique est différent du coton produit normalement par le fait que pour produire ce coton, on n'utilise pas des intrants chimiques de synthèse ni des semences génétiquement modifiées. Et qu'est-ce qu'on utilise? Les intrants utilisés sont des intrants naturels qu'on apprend les producteurs à fabriquer eux-mêmes. C'est à base des intrants organiques. À base de Nîmes, à base de Téphosia, qu'on appelle l'utilisation du compost, les digestions d'animaux, les restes de transformation agroalimentaire comme le tchotchopo, etc. D'accord. Et aujourd'hui, quel pourrait être l'intérêt pour le Bénin de beaucoup miser sur le coton biologique? Le coton biologique, premièrement, n'est pas... comme les gens sont assez sensibles souvent, quand on parle de coton biologique, de non-utilisation des intrants chimiques, le coton biologique ne peut pas remplacer tout de suite toute l'offre de coton du Bénin. C'est clair. Le coton biologique vient pour diversifier l'offre de coton du Bénin. Et lorsque le coton biologique, on a commencé dans les années 94-96, et que beaucoup d'entreprises, beaucoup de chercheurs étaient venus s'inspirer du cas au Bénin. Mais une difficulté fondamentale c'était difficile avec l'utilisation de ces intrants produits par les producteurs eux-mêmes localement, de très vite augmenter la production en même temps pour avoir de très grands volumes à commercialiser à l'international. Et donc, lorsque ces entreprises étaient arrivées, leur objectif c'était comment est-ce qu'il faut modifier, quel élément est-ce qu'il faut prendre du biologique et du conventionnel pour pouvoir faire un coton intermédiaire pour le marché. Donc, encore Cotton Made in Africa, qui est le label Cotton Made in Africa, qui est également produit ici au Bénin, en Afrique actuellement, en Afrique globalement, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Les premières expériences ont commencé par le Bénin. Et ensuite est venu le quatrième qui a pris totalement la tête maintenant, qui est le Beta Cotton Initiative, qui imite aussi un peu le coton made in Africa en réduisant l'utilisation de certains produits dangereux et en contrôlant un certain nombre de choses et aussi en accentuant davantage sur la formation des agriculteurs. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, les offres du coton en Afrique, on peut citer 4. Le coton conventionnel qui est le coton normal qui se produisait. Le Cotton Made in Africa, qui est aussi produit au Bénin et ailleurs en Afrique. Le BCI, le Beta Cotton Initiative, qui est aussi produit au Mali et je crois le Beta Cotton est aussi en Tanzanie. Et maintenant le coton biologique. Parce que ces labels intermédiaires cherchent à diminuer un peu l'utilisation des produits chimiques de synthèse ou un peu mieux les contrôler et prendre encore une partie des technologies vulgarisées au niveau du coton biologique qui facilitent la production de grands volumes. Alors dans tout ça, comment est-ce que le Bénin se positionne avec toutes ces différentes sortes de coton produits? Comment est-ce que le Bénin se positionne pour continuer à être lead dans le secteur? Le Bénin a une politique assez réfléchie. Actuellement,
le Bénin exporte le coton normal. Vous avez vu, le Bénin produit actuellement. Le Bénin est le seul pays en Afrique aujourd'hui qui a une politique de produire jusqu'à 800 000 tonnes de coton. Oui, tout à fait. Et en plus du coton normalement produit et qui prend de l'espace, le Bénin est aussi producteur du coton made in Africa. Donc un label développé par les Allemands pour pouvoir satisfaire un marché qui a besoin d'un coton qui n'est pas OGM et d'un coton qui respecte quand même un peu plus les conditions de production par rapport à la santé de l'homme et de l'environnement. Et puis le Bénin a le plan aujourd'hui de faire le coton biologique autour du parc Pendjari et W. Parce que les animaux qui sont dans le parc ne doivent pas être en contact avec des produits chimiques de synthèse. Et faire l'agriculture conventionnelle dans cette zone, ça peut être... voilà, des animaux qui sont en train de disparaître, même nous savons déjà, et les laisser encore exposés à des conditions, à des produits chimiques, ça peut accélérer la disparition. Donc je crois qu'il y a actuellement une réflexion qui se développe pour pouvoir étendre davantage la production biologique autour des parcs. Très bien. Donc c'est une bonne opportunité pour quand même augmenter la production biologique. L'autre élément qui était un blocage, les intrants que les producteurs fabriquent eux-mêmes. Actuellement, il y a aussi des entreprises qui fabriquent ces intrants biologiques qui sont cédés aux producteurs et du coup, c'est ça qui fait aussi que la production biologique augmente très vite. Alors aujourd'hui, le Bénin est premier en matière de production de coton, on le sait, mais il faut espérer ou nourrir des ambitions également pour être à la tête également sur le plan mondial. Pourquoi pas connaître une avancée sur le plan mondial. En tant que chercheur, qu'est-ce que vous pourrez proposer pour que cette ambition devienne réalité un jour, pourquoi pas? Que le Bénin devienne le premier producteur de coton au monde. Bon, le Bénin devenir premier producteur de coton au monde, je ne crois pas que ça puisse se réaliser. Vous êtes un peu trop pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Je ne crois pas que ça puisse se réaliser quand on voit la production de l'Inde et des États-Unis. Non, pas des États-Unis. La production de l'Inde et de la Chine. La Chine est à la fois productrice de coton et consommatrice de coton. Bien sûr. Donc, le Bénin quand même peut avoir une bonne place. Le Bénin peut avoir une bonne place. Et la place que moi je souhaite au Bénin, aujourd'hui, sur le plan du volume, je crois qu'on peut encore aller plus loin. Mais il faut commencer réellement à penser à la transformation pour que le problème d'emploi, cela va contribuer énormément à résoudre le problème d'emploi au niveau de la jeunesse. Bien vrai, c'est un secteur où la technicité, l'inventivité, je crois que c'est aussi le Bénin. Oui, bien sûr. Il y a un effort important qui est en train d'être fait actuellement avec Lolo Andoche, qui a un groupe. Je crois qu'ils ont même un événement en novembre prochain. Vous faites de la publicité là. Non, c'est pas de la publicité. C'est un créateur de mode qui utilise la fibre locale. Si on ne l'utilise pas, ce que je porte là, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est la fibre de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien. Mais quand j'utilise un habit dans lequel il y a le canvas, je sais que le coton, si le fil vient du Burkina ou bien de quelque part, c'est chez nous. C'est chez nous, tout à fait. Mais malheureusement, ces petites quantités ne valent pas encore réellement le volume que nous produisons. Si on peut arriver un jour à transformer 20%, de notre coton localement, imaginez-vous combien de personnes on va nourrir, imaginez-vous combien de personnes auront de l'emploi. Merci à vous, M. Sylvain Tovignan. L'enjeu aujourd'hui, c'est la transformation du coton qui est produit chez nous. Et on reste toujours dans le mois du consommant local. Et on continue à consommer local, consommer le canvas, à consommer le coton également. Merci à vous. Rodrigue Boaguito, merci d'avoir conduit cet entretien. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission
émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission préférée, Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.